Un kit chronotopique pour réinventer l'école. La sous-occupation touche tout type de bâtiment, qu'ils soient privés comme publics. Et les écoles ne sont pas exemptes de cette problématique. En effet, les bâtiments scolaires sont vides une grande partie du temps, le soir, les week-ends ou encore pendant les vacances. Pourtant, ouvrir les écoles à de nouveaux usages peut constituer une réponse écologique et économique aux besoins en mètres carrés de certains acteurs, comme les associations de quartier à la recherche de locaux. Le bureau des temps de la ville et métropole de Rennes s'est penché sur cette question et a élaboré une démarche d'expérimentation avec l'une de ces écoles, afin de multiplier les usages tout en limitant la construction de nouveaux bâtiments. Cette expérimentation donne lieu à l'élaboration d'un guide méthodologique, le kit chronotopique, afin de pouvoir diffuser ces bonnes pratiques. Pour nous en parler aujourd'hui, je rencontre Hélène Réveillard, responsable du bureau des temps de la ville et métropole de Rennes. Lors de cet échange, Hélène m'explique en quoi consiste l'émission du Bureau des temps et me présente le projet de kit chronotopique qu'ils sont en train de développer. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut bien voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Hélène, bonjour. Bonjour. Hélène, vous êtes responsable du bureau des temps de la ville et métropole de Rennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quelles sont les missions de ce bureau ? Oui, bien sûr. Le bureau des temps de Rennes est un service de la ville et de la métropole qui s'attache à travailler à améliorer l'organisation du territoire. Concrètement, c'est un service qui est là pour s'intéresser au temps des usagers et des habitants, autant aussi des acteurs du territoire comme des entreprises, des universités, et puis aussi autant des services publics, autant des agents. Et l'idée, c'est d'améliorer le fonctionnement des temps sur notre territoire pour ces trois parties, pour améliorer l'égalité sociale du territoire, la fluidité aussi locale, et puis répondre aux contraintes d'un monde aux ressources finies, faire plus de sobriété grâce au temps. Ok. Et par exemple, vous parlez de fluidifier le territoire. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors concrètement, si j'illustre un petit peu à quoi sert un bureau des temps, concrètement, nous on travaille sur des politiques temporelles. Donc on existe depuis 2002. Le bureau des temps de Rennes, c'est le premier bureau des temps qui a été créé en France par Edmond Hervé, qui était maire de Rennes à l'époque. Et aujourd'hui, il y a d'autres bureaux des temps qui existent dans d'autres villes et métropoles en France et puis dans d'autres pays également. Et donc concrètement, on travaille sur des enjeux de politique publique assez variés. Ça peut être des sujets de mobilité, des sujets d'aménagement, des sujets d'accessibilité et d'horaire des services publics. Et donc par exemple, une action qui est assez connue et illustrante, c'est le travail qui avait été mené sur le métro ligne A il y a quelques années à Rennes. Donc il y a un petit métro qui dessert le centre hospitalier universitaire, l'université Rennes 2 et ensuite des gros lycées du territoire. Et à l'époque, il y avait un souci de congestion en hyperpointe. Donc quand on dit en hyperpointe, c'est une congestion à l'heure de pointe très resserrée, qui était grosso modo sur 15 minutes le matin, où tous les usagers de ces différents pôles dont je viens de vous parler prenaient le métro grosso modo à 8 heures. Et donc plutôt que de racheter des rames et d'investir dans des nouveaux équipements, l'idée ça a été de travailler sur les temps d'usage, concerter, observer un peu quelles étaient les temporalités de chacun et agir sur un décalage de
temps pour faciliter la fluidité et la circulation du métro pour tous les usagers et éviter des investissements conséquents. Et donc très concrètement, la solution elle a été de décaler une partie des étudiants de l'université de 15 minutes pour démarrer les cours. Et en 15 jours, voilà, la solution a été trouvée. Oui, donc c'est une solution économe puisque décaler les cours de 15 minutes, ça coûte, j'imagine, beaucoup moins cher que d'acheter des nouvelles rames de métro. C'est ça, c'est tout l'intérêt en fait du temps, c'est considérer la ressource que ça nous permet aussi de déployer et les économies entre guillemets qu'on peut faire en investissement, en fonctionnement pour des collectivités. Et donc là, le décalage du métro, c'est essentiellement du bon sens et surtout du temps de concertation. Et c'est là en fait où on va être aussi attentif à garantir un bon équilibre des temps pour l'ensemble des acteurs. Parce que si on décale trop ou pas bien, on génère d'autres problèmes. L'idée, c'est pas d'engendrer de la saturation à d'autres moments sur la restauration universitaire le midi, sur l'occupation des locaux, les jobs étudiants le soir. Voilà. Donc, faut essayer de trouver le bon curseur. C'est assez fin. Et donc, voilà. Là, on a travaillé sur la ligne A et en ce moment, on travaille sur la ligne B. Et j'imagine du coup que donc là vous parlez on est plutôt sur les temps des autres acteurs, mais j'imagine que vous travaillez aussi sur par exemple les amplitudes horaires des équipements publics, ce genre de choses aussi. Alors sur les questions des horaires d'ouverture, effectivement, on travaille aussi sur cet enjeu-là. C'est un axe fort pour les bureaux d'étang. Et par exemple, en ce moment, on est en train de finaliser une étude sur les horaires d'ouverture et de fermeture des parcs et jardins de la ville. Donc là, c'est s'intéresser assez finement à travers une enquête auprès des habitants. Quels sont les usages et quels sont les horaires associés, pour qui, pour faire quoi, comment, pour voir dans quelle mesure il y a des adaptations ou pas qui sont intéressantes à envisager en termes d'accessibilité et d'usage. Ok, donc c'est super important en fait d'avoir des bureaux d'étang parce que ça permet plutôt que d'investir dans des nouveaux équipements, de regarder avec ce qu'on a déjà comment mieux utiliser en fait ce qui est déjà là. Exactement, c'est vraiment essayer de mettre un petit peu d'huile dans les rouages à certains moments, essayer d'améliorer l'usage en s'intéressant au temps. Donc c'est pas une réponse pour tout. En revanche, c'est un levier, le temps, qui est une vraie ressource et qui peut être sollicité dans plein de cas. Donc on travaille vraiment nous en lien avec un certain nombre de services et de directions chez nous sur des thématiques variées. On est une petite équipe, on est 2 agents permanents, mais voilà, on travaille en tout cas en lien avec de nombreuses direction dans nos collectivités et en lien aussi avec de nombreux acteurs du territoire pour essayer de faciliter le fonctionnement d'un certain nombre de services à partir des temps. Ok, donc super important. Et vous avez, il y a quelques semaines d'ailleurs, organisé un séminaire autour de la chronotopie, auquel on a pu assister avec Adixit. Et puis on a vu, vous aviez présenté un kit chronotopique, il me semble, que vous êtes en train de développer ou de concevoir. Exactement. Donc, on a organisé un séminaire sur la chronotopie. Quand on parle de chronotopie, on s'attache en fait à penser en même temps la question des temps et des espaces. Chronos et topos. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on peut mieux partager les espaces en s'intéressant au temps d'usage. C'est parfois des deux notions qui sont décorrélées, sauf que c'est vrai que on a beaucoup plus de sens à les penser ensemble qu'un espace, qu'un bâtiment, qu'un lieu vit différemment le mardi matin, le samedi soir, l'été, l'hiver. Voilà. Et donc l'idée, c'est de s'intéresser au temps d'usage pour voir dans quelle mesure on peut mieux occuper et mieux partager les bâtis qu'on a déjà, plutôt qu'en construire de nouveaux. Donc, super intéressant la chronotopie. C'est vrai qu'en géographie on parle et en urbanisme on parle beaucoup de l'espace et on a tendance à oublier la dimension du temps qui est pourtant, comme vous venez de l'expliquer, assez primordiale. Concernant le kit chronotopique que vous êtes en train de concevoir, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est un kit chronotopique du bureau des temps de Rennes? Alors l'équipe Chronotopie, il est surtout associé en fait à une démarche qu'on mène depuis 2 ans et demi dans le bâti scolaire. Donc je fais un petit détour peut-être par le projet qui est en cours chez nous. Ça va expliquer aussi pourquoi aujourd'hui on construit un kit outil, à quoi ça sert. Concrètement, on travaille avec 2 collègues, une collègue qui est programmiste, donc elle, son travail c'est de
notamment rénover et agrandir des écoles pour répondre aux besoins du territoire. Et donc là, sa demande, elle était de voir dans quelle mesure on peut répondre à des demandes en mètres carrés supplémentaires sans forcément construire. Parce que si on regarde assez finement la question du bâti scolaire, on peut voir qu'en fait, à certains moments, il y a des besoins en mètres carrés. Par exemple, le périscolaire chez nous a lieu dans les écoles et à certains moments, ils vont avoir besoin de mètres carrés. Pour autant, les classes sont vides, la cantine est vide. Voilà, un certain nombre de lieux dans l'école sont vides. Et donc, plutôt que d'aller construire des mètres carrés, la question qui se posait, c'était dans quelle mesure on peut mieux partager ce qu'on a déjà, avec peut-être quelques ajustements à faire, mais qui sont beaucoup plus économes en ressources, vraiment de bon sens. Et puis en allant un petit peu plus loin, c'est aussi de se dire dans quelle mesure on peut mieux partager ce bâti avec le quartier, ou alors comment aussi l'école peut trouver aussi des mètres carrés supplémentaires dans le quartier. Donc comment le quartier peut venir dans l'école ou l'école aller en dehors pour répondre à ses besoins d'espace supplémentaires. Donc l'enjeu, il est vraiment assez conséquent parce qu'en fait, on a fait un diagnostic temporel. Concrètement, on s'est attaché à regarder un peu les différents temps d'usage d'une école. En semaine, le mercredi, les week-ends, les petites vacances, les grandes vacances. Et donc, on a un peu croisé tous ces temps-là entre les temps d'occupation périscolaire, scolaire. On a exclu la nuit quand même de nos calculs. On s'est dit déjà, si on prend les fins de journée, les mercredis après-midi, les vacances et les week-ends, qu'est-ce que ça donne en termes de potentiel de temps? Donc, c'est quelque chose qui est pas lisse, évidemment, parce qu'une année scolaire, elle est rythmée avec des temps d'occupation et puis des temps creux. Il y a aussi des petites précautions à prendre parce qu'il y a des temps d'entretien, il y a des temps de préparation aussi pour certains enseignants pendant les vacances. Mais à la louche, à gros traits, ce qu'on observe en fait, c'est qu'une école, elle est en moyenne à l'année occupée 17 heures par semaine par la partie scolaire, 27 heures par la partie périscolaire et finalement 63 heures vacantes. Donc ça, c'est une moyenne annuelle, mais si on multiplie ce potentiel par 89 écoles publiques qu'on a sur notre territoire de ville de Rennes, ça fait à peu près 140 000 mètres carrés. Bref, on a un sacré potentiel. Donc c'était vraiment intéressant de se pencher sur cette question. Et donc, on a commencé à travailler avec cette collègue programmiste et puis aussi avec une collègue designer qu'on a embarqué dans l'aventure en se disant, si on travaille sur les temps, on travaille aussi sur les usages. Et donc, moi, il me semblait intéressant de combiner nos expertises temporelles et d'usage. Et donc, on a été à l'aventure sur le terrain en immersion d'abord dans plusieurs écoles. On a été voir un peu comment les problématiques de manque d'espace pouvaient se poser avec l'hypothèse que si elles se posaient dans plusieurs écoles, c'était peut-être des problématiques qu'on pouvait rencontrer régulièrement. On a aussi fait un travail d'état des lieux et de recensement des pratiques de mutualisation et de partage d'espace qui existaient déjà dans les écoles. C'est important aussi de voir d'où on part, qu'il y a plein de choses qui sont possibles, parce que c'est des fois des choses qui peuvent faire un peu peur dans le changement, mais en fait, il y a beaucoup de pratiques qui sont déjà en cours. Et donc, à partir de ces observations, de ces recensements, on a commencé à travailler dans une école pilote qui a été choisie pour différentes raisons et différents critères et qui fait l'objet de travaux de rénovation et d'extension. Et donc, ce diagnostic, on a créé un outil, une carte temporelle qui nous a permis de le mener. Il nous a permis, en fait, derrière, de tirer des fils et de travailler des pistes de solutions de manière co-conçue avec un certain nombre d'usagers et d'acteurs de l'école. Donc, on a travaillé avec les équipes scolaires, les équipes périscolaires, les agents d'entretien, les agents de restauration. On a aussi consulté les enfants. Et donc, on a identifié comme ça différentes pistes intéressantes pour voir comment on pouvait mieux partager le bâti entre acteurs de l'école. On a prototypé ensuite ces pistes-là et puis on les a testées dans l'école pendant plusieurs mois avec différents retours d'expérience pour pouvoir les ajuster aussi au terrain. Et puis là, on arrive sur la phase de bilan de ces expérimentations entre acteurs de l'école, ce qu'on a un volet avec le quartier dont je vous parlais tout à l'heure, et de réfléchir aussi à comment on les déploie. Et c'est là que le kit outil, le kit Chronotopie arrive en scène. D'accord. Donc en fait, le kit chronotopique, c'est le passage à l'échelle de l'expérimentation. Exactement. En fait, l'idée pour nous, c'était de travailler à partir du terrain de manière assez empirique et puis de pouvoir monter en généralité. Le choix de l'école pilote, il était intéressant pour ça parce que ça nous permettait vraiment de s'immerger et de croiser un ensemble de problématiques très variées que peuvent rencontrer une multiplicité d'acteurs, soit les acteurs
au bâti scolaire, je vous disais, scolaire, périscolaire et puis agents de terrain, mais aussi des acteurs un peu plus dans l'ombre, ceux qui sont en régie chez nous, ceux qui s'occupent de la rénovation des bâtiments. Enfin voilà, il y a plein de paramètres à croiser et du coup de partir du terrain, ça nous permettait aussi de structurer un peu notre vision d'ensemble et des premiers éléments de réponse. Mais l'idée, c'est bien aussi de pouvoir l'envisager à terme pour l'ensemble des écoles de la ville. Et donc, il y a un référentiel école, qui est un outil de programmation travaillé par notre collègue programmiste, qui préconise un certain nombre de pistes de travail et d'axes d'amélioration pour le bâti scolaire. Et dans ce référentiel école, il y a un chapitre qui va exister sur la polyvalence et la mutualisation, justement. Donc, tout ce volet chronotopie pour pouvoir outiller aussi les autres projets d'extension ou de rénovation d'écoles, en plus des constructions neuves où c'était déjà intégré chez nous. Et le kit, il vient en complément aussi pour les acteurs eux-mêmes. Voilà, voir comment on s'y prend concrètement, parce que c'est une chose de le préconiser, c'est une autre chose de le faire. Et donc, on a travaillé à partir de tout ce qu'on a mis en place, à structurer un kit avec plusieurs étapes. C'est vraiment un peu comme un carnet de bord, une sorte de boussole. Ça permet de guider et de savoir comment on s'y prend. Voilà, c'est aussi savoir comment on démarre avec ce kit-là. Et c'est un kit qui sera uniquement à l'usage d'école ou est-ce que vous l'avez imaginé pour être utilisé par, je sais pas, des gens qui gèrent les gymnases ou enfin d'autres types d'équipements publics qui pourraient être peut-être, qui sont peut-être actuellement sous-utilisés? Alors aujourd'hui, il est conçu pour les écoles. C'est déjà un très beau terrain d'expérimentation Oui. quand on voit le potentiel que ça représente. Mais on l'a évidemment pensé avec une dimension assez facilement réplicable. Donc là, très concrètement, je peux vous le décrire un petit peu. Il est appliqué au bâti scolaire avec des plans d'école, avec des noms d'acteurs propres à l'école. Mais c'est très facilement transférable. L'idée, c'est aussi que nous, derrière, ça puisse devenir un réflexe aussi pour les collègues, dès qu'il y a un besoin d'aménagement, un besoin de mètres carrés, qu'on puisse se poser la question chronotopie en se disant est-ce que on a moyen de faire mieux avec ce qu'on a déjà et voir est-ce qu'on peut trouver des éléments de réponse. Et sinon, il y a d'autres solutions évidemment à travailler. Donc c'est pas une baguette magique, on répondra pas à tout avec la chronotopie, mais on peut déjà faire un bon bout. Oui, que ce soit le premier réflexe avant de construire, c'est est-ce que vraiment il faut construire ou est-ce qu'on peut pas aller chercher des mètres carrés qui seraient inutilisés à certains moments de la semaine ou de l'année pour répondre aux besoins qu'on a. C'est ça. En fait, avant de construire, mais il y a aussi des fois des solutions temporaires qui peuvent être revisitées. En fait, c'est la chronotopie, c'est aussi faire mieux avec ce qu'on a, donc en termes de foncier, mais aussi en termes de chauffage, en termes d'électricité. En fait, c'est un enjeu de sobriété croisé. On est sur de la sobriété foncière, économique, écologique. Donc, il y a un enjeu à construire moins, mais à faire mieux avec ce qu'on a déjà. Donc, plutôt que de mettre un modulaire, par exemple, c'est un enjeu aussi là sur lequel on travaille. Pendant une période de travaux, et ben finalement, on peut peut-être partager un espace de l'école plutôt que d'aller mettre un grand modulaire dans la cour de cette même école les mercredis et les week-ends, quoi. Donc voilà, on est sur un peu cette logique-là de voir comment on articule au mieux avec les mètres carrés existants. Et allez-y. Eh ben non, c'était. Est-ce que si vous voulez, je vous présente le kit un petit peu plus en détail Oui, à l'oral. Ouais. volontiers. Juste avant, j'avais une petite question. Le kit, du coup, j'imagine, il est fait pour Rennes, puisque vous travaillez à Rennes, mais il sera disponible pour d'autres acteurs. Enfin, je pense à parce que des écoles, il y en a partout. Donc, est-ce que même si on n'est pas de Rennes, on pourrait y avoir accès? C'est quelque chose d'assez généraliste. Là, on est en train de le finaliser. Donc, il n'est pas encore partageable tout de suite maintenant. On est aux 3/4 du travail parce qu'on est aux 3/4 de notre travail d'expérimentation. Ça va vraiment de pair. Mais quand il sera finalisé, l'enjeu, oui, c'est aussi de pouvoir le partager et que ça puisse infuser. Enfin, l'idée, c'est de partager aussi les bonnes pratiques. Donc, il faudra qu'on affine un peu les modalités. Mais l'idée, c'est vraiment que ça soit en partage, oui. Oui, que ce soit pas que Rennes qui puisse l'exploiter. Non. Je vous laisse, vous vouliez peut-être le présenter un peu plus en détail, ce qui me semble être une très bonne idée. Je vous laisse le faire.
Alors, ce sera peut-être plus simple avec des visuels, mais il faut un peu de patience encore. En tout cas, on le structure en 3 étapes, qui sont en fait les 3 grandes étapes de travail qu'on a menées. On a d'abord une étape d'état des lieux et diagnostic, ce que je vous disais, hein, c'est ce qu'on a fait. Déjà, l'idée, c'est d'identifier l'équipe du projet, les acteurs qui sont concernés. Ça va de soi quand on travaille sur une démarche de ce type, mais l'idée, c'est pas d'être trop nombreux autour de la table et en même temps de bien cibler les compétences transversales qui vont être utiles. Donc c'est un petit travail préliminaire qui est assez automatique pour certains et qui pour d'autres va être aussi à bien inscrire. Et puis ensuite, on a proposé un certain nombre de questions. C'est des questions essentielles pour recueillir les informations d'un projet. Là encore, c'est des choses assez simples, mais l'idée c'est de voir que ce soit sur un partage de l'école entre acteurs de l'école ou alors sur une ouverture à des acteurs extérieurs, de bien savoir quelles sont les activités pratiquées, à quel moment, dans quels espaces, quels sont les besoins en termes de matériel, mobilier, rangement, sécurité, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'on veut conserver. Ça peut être un rangement soigné, un accès à l'extérieur, une ambiance. Et puis introduire la question du changement. Qu'est-ce qu'on gagnerait à partager ces espaces, parce que c'est un souhait de notre part pour différentes raisons, mais c'est pas forcément quelque chose qui est demandé par les acteurs eux-mêmes. Donc on est vraiment dans la dimension d'accompagnement au changement. Donc c'est intéressant aussi de voir les leviers qui peuvent être activés et soutenir ce type de changement. Est-ce qu'on gagne un aménagement d'espace, du mobilier modulaire qui va nous permettre aussi d'améliorer notre activité? Est-ce qu'un troc de compétences, ça peut nous intéresser s'il y a un partenariat à imaginer? Et puis interroger aussi les conditions de réussite du projet. Qu'est-ce qui fait que ça marcherait bien si on partage nos bâtiments, notre chez-soi, c'est peut-être des règles claires, une compréhension de la démarche, une interconnaissance entre acteurs. Voilà, essayer de voir un petit peu tous ces éléments-là. Donc on l'a de manière assez succincte avec 2 volets, entre acteurs de l'école et avec des acteurs extérieurs. Ensuite, on a réalisé une cartographie temporelle. Donc là, c'est une cartographie d'accès, pardon. C'est une cartographie qui montre dans un périmètre de 5 à 10 minutes autour de l'école l'ensemble des équipements qui vont être à proximité. Ça, c'est intéressant de l'avoir en tête parce que des fois, dans une école, on peut manquer, par exemple, une bibliothèque. Et en fait, il y en a une qui est des fois pas très loin de l'école, mais peut-être que le problème, c'est un cheminement piéton qui est pas sécurisé. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut peut-être travailler sans forcément construire une bibliothèque en tant que telle dans l'école. Voilà. Donc des fois, il y a peut-être des leviers à interroger, pareil pour un gymnase, un pôle associatif. Donc peut-être qu'il y a des solutions qui existent à proximité qu'il est intéressant de pouvoir envisager. Et puis si ces solutions répondent pas à notre besoin, là on passe vraiment sur un travail de cartographie temporelle. Donc là, en fait, on a pris un plan de l'école. On y ajoute une grille horaire. Donc pour l'école, il y a pas mal de temps différents qui s'ajoutent. Et puis ensuite, on part un peu en visite. On part à l'aventure avec la partie scolaire, souvent avec un directeur ou une directrice d'école, responsable pour la partie périscolaire. Et c'est intéressant aussi de faire ce travail avec le concierge parce que chacun va avoir des regards complémentaires sur la circulation dans l'école, les occupations des bâtiments, les clés, les flux de personnes, voilà. Et donc là, on réussit à avoir comme ça une sorte de vision d'ensemble. C'est des fois l'exercice le plus difficile à faire. Donc ces cartes-là, elles nous aident à le faire. On a pas mal d'infos et l'idée après, c'est de les ranger. Donc là, on a un tableau temps et espace. Et donc là, on écrit vraiment dans une sorte de planning en fait les grands créneaux qui sont occupés pour quels espaces. Et puis des fois, il va y avoir comme ça des petites poches de temps qui vont apparaître. On va se dire en fait ici c'est pas occupé, mais du coup, ok, là j'ai la réponse à ma question. À l'inverse, on peut des fois avoir un vrai besoin d'occupation d'un espace ciblé qui est déjà très occupé, mais on peut peut-être bouger comme ça des créneaux d'occupation dans d'autres salles. Enfin voilà, ça nous permet d'avoir cette vision un petit peu macro pour commencer à dégager des pistes de solutions. Et une fois qu'on a identifié les quelques espaces qui nous semblent les plus intéressants pour notre besoin, on fait un zoom. On fait un zoom sur l'espace pressenti et puis on va aller regarder comment est le mobilier, est-ce qu'il est pratique, est-ce qu'il est mobile, est-ce qu'il est de petite taille. C'est vrai que si on a un souhait de réunion et qu'on se retrouve en maternelle, se rappeler que les petites chaises, c'est pas forcément l'idéal. Enfin, voilà, des petits réflexes qui sont intéressants en tout cas d'activer. Est-ce que l'éclairage il fonctionne bien? Est-ce que c'est une minuterie? Ça, c'est pas toujours pratique si on a besoin d'une occupation sur un temps long. Voilà, comment est l'alarme, la circulation, enfin essayer de zoomer quoi. Donc ça, c'est la première partie, voilà.
Donc votre démarche, elle est vraiment en Zoom en fait, parce que vous commencez par, bon, au début, les préalables du projet, mais comme vous dites, ça peut paraître assez normal d'identifier les acteurs, etc. Mais si c'est vraiment, vous regardez d'abord le quartier à 5-10 minutes à pied, ensuite l'école et ensuite la salle en elle-même. Exactement. En fait, c'est une logique un petit peu d'entonnoir. On descend de plus en plus finement pour aller regarder un peu comment on pourrait travailler dans certains espaces. C'est assez fin comme travail. C'est quelque chose qui se fait nécessairement avec des temps de visite, des temps d'observation, des temps de rencontre. Et ça permet vraiment d'aller au plus près des usages de chacun. Il y a plein d'usages non identifiés aussi. Ça, c'est intéressant. Dans la circulation, par exemple, voilà, dans l'école, on avait pu avoir ces petites découvertes dans le projet, de se dire, OK, cette salle, elle est plutôt disponible. Et finalement, en fait, elle était considérée comme un passage de circulation informel pour plein d'usages. Et voilà, on a pu reconfigurer un peu les choses parce que ça a été révélé. Donc voilà, c'est utile d'avoir ce moment de Zoom qui permet d'affiner un petit peu les espaces sur lesquels on pourrait travailler. Et puis ensuite, on passe à une étape 2 qui est sur la co-conception de solutions. Donc là, vraiment, on essaye de travailler des scénarios. Donc c'est comme ça qu'on commence en général. C'est bien d'en avoir plusieurs aussi parce que c'est un support de discussion avec les usagers de l'école, avec les commanditaires. On essaye de voir les espaces intéressants, les avantages, les inconvénients, et puis lister les aménagements à prévoir. Par exemple, à une école dans laquelle on travaille, on va ouvrir l'école à une association jeunesse du quartier. Et au final, l'espace pressenti, c'est un espace où on va installer un point d'eau supplémentaire. C'est des petits travaux à prévoir au regard de gros travaux bâtimentaires. C'est quand même assez conséquent, mais c'est assez utile de les envisager dans cet espace parce que derrière, ça va vraiment être utile aussi à l'école, que ce soit pour la partie périscolaire, scolaire et d'autres acteurs. Donc, on a une dimension aussi de mutualisation plus pertinente et qui peut nous aider à choisir nos scénarios. Oui. Voilà, donc on choisit les scénarios. Ensuite, on travaille des pistes de solutions. Là, on propose différents supports pour essayer de travailler en équipe à une co-conception. On peut travailler avec des images inspirantes, travailler avec des maquettes, tester des idées grandeur nature. L'idée, c'est de pouvoir commencer à les envisager un peu concrètement en équipe à nouveau avec les acteurs concernés. Et puis de s'inspirer pour convaincre, rassurer, s'inspirer, voilà. On a besoin aussi de matière un petit peu de travail selon les usagers ou les acteurs concernés. Et donc là, on a une sorte de petite bibliothèque qu'on a constituée pour avoir une base simple et accessible, mais de ressources. Et ensuite, on passera à l'étape 3 et qui sera finalisée au printemps sur l'expérimentation et le déploiement. Donc avec toute la partie prototypage, mise en œuvre, ajustement et évaluation. Ok, oui, donc vous allez tester, on va dire, les pistes de solutions que vous avez sélectionnées et puis faire des itérations si besoin, c'est ça? C'est ça. En fait, on sélectionne voilà un espace pour répondre à notre besoin. On travaille des pistes de solutions, de l'aménagement de l'espace en termes de mobilier. Des fois, c'est un coup de peinture qui permet de créer une zone différenciée et de pouvoir créer et accueillir un nouvel usage. Des fois, c'est améliorer les rangements, avoir du mobilier sur roulette. Enfin voilà, c'est réfléchir à la meilleure manière de travailler un aménagement dès lors qu'il s'agit de le partager. Et puis ensuite, tester sa mise en œuvre et puis la pérenniser si c'est pertinent. Ok, donc un gros travail parce que les 3 phases prennent du temps chacune, j'imagine. Vous avez commencé quand ce projet d'expérimentation dans les écoles? Enfin, dans l'école. Alors, je distingue 2 phases de travail. C'est là que le kit il va être intéressant. En fait, il est à la fois mobilisé par ce que je vous disais sur les travaux de rénovation, de programmation bâtimentaire. Donc là, c'est un travail qui a été un peu plus long pour la partie programmation bâtimentaire parce qu'on s'est intéressé finement au temps et aux usages. Et donc, c'est une programmation qui était un petit peu plus longue, mais qui derrière fait économiser beaucoup de mètres carrés et beaucoup de budget d'investissement aussi dans les travaux à venir. Donc là, par exemple, sur le partage entre acteurs de l'école, c'est vraiment dans le cadre de cette rénovation extension de l'école. En s'intéressant au temps, on évite 200 mètres carrés de construction neuve, ce qui équivaut à peu près à 800 000 euros d'investissement évité. Donc c'est très conséquent. Donc ce temps, il est bien investi, ce temps supplémentaire de travail dans la finesse des usages et des temporalités. Et puis après, sur l'autre partie, là, on répond aussi à des besoins qui sont des fois
plus facile en fait à accompagner en s'intéressant à la mutualisation. Donc là concrètement, c'est une association qui avait besoin d'être logée le temps de travaux. En gros, voilà, ils avaient des locaux associatifs qui vont être construits et livrés en 2027. Et donc là, en attendant, ils avaient besoin d'avoir des locaux. Et plutôt que de mettre un grand modulaire avec un raccordement eau et électricité, avec une emprise foncière au sol dans une école, la solution qui a été trouvée pour une partie des jeunes, c'était de pouvoir aller dans l'école, dans une salle qui est en fait inoccupée puisqu'il s'agit d'un temps d'occupation le mercredi, le samedi et les vacances scolaires. Ok, ah oui. Et donc là, voilà, là l'idée c'est différent. On va pas être sur les mêmes économies et sur les mêmes temporalités de travail. Donc là, c'est un peu plus de travail pour voir comment on les accueille. C'est auprès aussi des différents usagers qu'on avance. Mais voilà, ça permet de s'ajuster aussi au mieux aux besoins des uns et des autres pour essayer de se donner les moyens que ça fonctionne bien. Ok. Et parce que là, notamment, quand vous parlez de réunir les différentes parties prenantes, les différents usagers, j'imagine que c'est pas toujours évident de déjà rassembler tout le monde autour de la table, mais en plus réussir à ce que tout le monde se parle, tout le monde s'écoute et qu'on trouve ensemble des solutions. Est-ce que vous avez rencontré des freins particuliers lors de ce projet? Oui, il y en a et c'est normal, c'est qu'on est dans du changement. A priori, on n'a pas forcément envie de changer. On est habitué et surtout dans la question du bâtiment, je disais tout à l'heure, c'est une forme de chez soi. On peut retrouver ça plein de types de bâtiments, hein, les locaux de travail au sens large, soit des bureaux ou voilà des écoles, des locaux. Voilà, on est habitué en fait à avoir un usage grosso modo unique d'un bâtiment, avoir ses repères, avoir ses habitudes et donc le partager, c'est aussi vivre plus proche de l'autre. Mais vivre plus proche de l'autre, ça veut dire s'exposer aussi à des frottements, à des contraintes, à des compromis. Donc forcément, il y a eu des freins, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément attendu par les acteurs eux-mêmes. C'est soit une volonté de la ville, mais c'est pas forcément une demande des acteurs en tant que tels. Mais une fois qu'on écoute déjà les envies, les besoins, les usages, et puis les contraintes que peuvent rencontrer chaque acteur, ça permet d'enclencher le dialogue, de sensibiliser à la démarche et puis de se donner la possibilité de trouver des solutions ensemble. Mais il y a vraiment ce travail d'accompagnement qui est nécessaire. C'est sûr c'est pas quelque chose qui se décrète sans accompagnement, en tout cas à ce stade. L'idée, c'est que derrière nous, on puisse le généraliser, mais il y a un petit travail d'accompagnement qui est nécessaire, évidemment. Oui, on peut pas arriver et dire à la maîtresse, aux parents d'élèves, au directeur, à partir de maintenant, la classe, ce sera aussi le lieu pour telle association le soir, etc. Faut faire accepter l'idée par tous pour que ça se passe bien, j'imagine. C'est ça, en tout cas aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, on sera déjà dans un changement aussi des mentalités, parce que pour des raisons de contrainte, en fait, je pense que on va aussi beaucoup y venir à ce partage des espaces. On va devoir penser la ville autrement, penser les bâtiments autrement. On sait que la ville de demain, elle est là à 80%, et on sait qu'on va être plus nombreux. Et on sait qu'on va devoir trouver des solutions sobres dans un monde de contraintes économiques et écologiques. Donc, il va falloir de toute façon reconfigurer une autre manière de penser la ville, de l'habiter ensemble. Donc là, il y a ce changement qui va s'opérer. Nous, on y contribue à un certain degré. Il y a d'autres gens qui ils contribuent d'une autre manière. Donc dans 5 ans, je sais pas vous dire où on en sera. J'espère que ça fera partie, en tout cas, des habitudes qui seront enclenchées, en tout cas des possibilités qui seront moins surprenantes pour les uns et pour les autres. Mais évidemment, il y a des peurs. Ouais, il y a des peurs de perdre ce qu'on a. Il y a des peurs de sécurité. En fait, c'est des questions très concrètes. Souvent, c'est un peu comme une sorte de grande coloc. Hein. C'est qui range, qui ferme, qui est responsable, qui s'occupe de la sécurité. Enfin voilà, c'est vraiment des questions très concrètes et pragmatiques qui vont se poser. Et donc là, c'est un travail aussi assez fin d'envisager des solutions qui puissent être satisfaisantes pour tous. Et quand je dis tous, c'est les acteurs, mais aussi nous, collectivités, trouver les bons leviers et les bonnes réponses pour faciliter le changement. Un sacré travail, donc. Travail de longue haleine, mais voilà, bien enclenché chez nous, mais travail très transversal aussi. Et on est sur des organisations aussi en silo à certains moments, et il y a certains projets, certaines démarches qui ne peuvent exister que par la transversalité. On est en plein dedans. Donc là aussi, c'est du temps. Mais on a la chance aussi dans notre collectivité que ce temps il soit investi et partagé par de nombreux collègues, parce que je crois qu'il y a
voilà, une conviction aussi que c'est une des pistes parmi d'autres, mais une des pistes très intéressantes et porteuses pour la suite, quoi. C'est très très inspirant en tout cas comme projet. Avant de conclure, il y a une question qu'on aime bien poser, c'est si vous deviez refaire le projet, est-ce qu'il y a une ou deux choses que vous feriez différemment? Ou pas du tout? Si je devais refaire le projet, alors il y a quelque chose que je garderais. Alors je peux peut-être commencer par ça. En tout cas, quelque chose qui a été très précieux. C'est la dimension expérimentale de notre travail. Aujourd'hui, on est sur la phase d'outils, déploiement, transversalité, et donc c'est une phase qui prend une autre ampleur. Mais c'est vrai qu'on a travaillé en étant une petite équipe projet ciblé, dédié, avec aussi la possibilité d'aller explorer un certain nombre de pistes, évidemment en lien avec nos directions et nos élus. Mais cette dimension expérimentale, elle a été très précieuse. On s'est autorisé, je pense, à tester des choses, et ça, c'était vraiment quelque chose qui, à mon avis, nous a permis aujourd'hui d'arriver à l'endroit où on est, quoi. Donc ça, je garderai, ça c'est sûr, mais je réponds pas à votre question. Quelque chose que je changerais, je sais pas. Il y a peut-être des choses qu'on aurait souhaité faire plus tôt, mais qui vont arriver plus tard, et c'est pas grave. On concerte avec l'ensemble des parties prenantes. Je vous disais, il y a un échange qui va s'enclencher aussi avec l'éducation nationale chez nous. On aurait imaginé le faire peut-être un petit peu plus tôt sur certains aspects, et ça va peut-être se faire au final un petit peu plus tard. Mais in fine, l'essentiel c'est que ça arrive, c'est que ça se fasse, et du coup, on atterrit aussi sur d'autres choses. Donc je pense qu'il faut aussi faire confiance au processus. Voilà. Donc plutôt non, en fait, à votre question. Je répondrai peut-être autrement à quelques temps, mais Aucun problème. Avant de se quitter, on aime bien avoir une petite recommandation lecture de notre invité. Il me semble que vous avez préparé quelque chose. oui, je vais vous partager un ouvrage qu'on aime bien au Bureau des temps, et puis même pour les acteurs des politiques temporelles en général. Il s'agit du livre Paresse pour tous d'Adrien Klent, qui est un auteur qu'on a accueilli lors de notre conférence du temps de décembre 2023. Voilà, vous pouvez retrouver l'audio et puis la synthèse écrite sur notre site aussi. Et donc cet ouvrage, il nous plaît bien parce que c'est un roman, mais qui est en fait une forme d'essai, qui propose une utopie réaliste d'une société où on ne travaillerait que 3 heures par jour. Voilà. Et donc c'est une solution qui nous semble intéressante à la fois à l'échelle de nos vies individuelles, mais aussi de nos modèles de société collectifs. On parle de sobriété, ça passe aussi par là, le temps de travail, le temps pour soi, le temps pour les autres. Voilà, avec un personnage principal, si je vous donne un tout petit peu de biscuit pour vos auditeurs, c'est Émilien Long, qui est un personnage prix Nobel d'économie, qui propose cette idée un peu folle, voilà, dans un essai, dans ce roman. Et en fait, il se retrouve candidat à la présidentielle française avec ce programme de travailler 3 heures par jour. Eh ben, merci beaucoup pour cette recommandation lecture qui donne envie. Moi aussi, je veux bien travailler que 3 heures par jour. Je pense que c'est le souhait de beaucoup. On mettra le lien vers ce livre dans la description de notre podcast. Hélène, encore merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Et pour nos auditeurs et auditrices, on se retrouve bientôt. Merci à vous.